Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Quelles relations entretiennent entre elles les religions, la politique et la culture? Quelles influences exercent-elles les unes sur les autres et quels risques conflictuels en découle-t-il? Voilà, mesdames et messieurs, le sujet que, à votre avis, ouvre ce soir avec les contributions de monsieur Ousmane Diarra. Ousmane Diarra, vous êtes romancier, poète et conteur. Monsieur Jean-Paul Collen, vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'Institut des mondes africains de Paris. Et madame Emmanuelle Olivier, vous êtes musicologue, chercheur au Centre national de la recherche scientifique CNRS à Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Africable Télévision et j'espère qu'à l'issue de notre émission, les téléspectateurs à votre avis auront de la matière à discuter entre eux sur cette problématique particulière. Je vous invite maintenant à suivre le micro-trottoir d'À votre avis. Bon, en réalité, c'est des choses qui ne devaient pas avoir de conflit entre elles, mais c'est les personnes même qui créent les conflits. Parce que chacun a son rôle bien défini par ses principes fondateurs même dans la société. Et voilà, la culture, c'est le fondement même de tous les us et coutumes, de même de ce que nous sommes. La religion, ça c'est un dogme qui est venu et qui permet de croire à un Dieu. Pour moi, je pense que les rôles sont très bien définis et si chacun s'en tient à ce qu'il fait, il n'y aura pas de conflit. On doit pouvoir quand même faire la politique, pratiquer sa religion, vivre sa culture, parce que la culture peut avoir plusieurs significations, et ne pas faire le mélange. C'est le mélange de ces concepts-là, n'est-ce pas, qui pourrait avoir des conséquences négatives dans le fonctionnement de la société. Parce que c'est l'intimité, n'est-ce pas, et l'extériorité qui seront en conflit. Pour moi, la religion a plus d'impact parce qu'elle moralise plus l'être humain que nos cultures qui parfois avilissent les hommes. On assiste aujourd'hui à l'abandon de notre culture pour embrasser la culture occidentale qui ne nous arrange en rien. Si aujourd'hui vous vous rendez compte, nos musiciens d'aujourd'hui, tu les entends jamais parler dans le bon sens. En ce qui concerne la religion, je suis un musulman pratiquant, mais je ne suis pas intégriste. Une chose est certaine, quand tu respectes la religion, tu dois respecter l'autre religion qui n'est pas tienne. Moi, je pense qu'il y a toujours une petite influence de la religion sur le politique, mais nous restons un pays laïque et chacun doit rester dans sa sphère spécifique et jouer son rôle pleinement, sans interférence. La culture est assez ouverte et open, alors qu'on peut dire que la religion, quand même, ne peut pas permettre tout, on ne peut pas accepter tout. De l'autre côté, la politique aussi, même si elle est d'ordre public, on peut dire que ça a quand même, au niveau du Sénégal, une place assez significative, la politique. La politique a tendance peut-être à tanguer vers la religion pour essayer de ne pas offusquer les chefs religieux, alors que de l'autre côté, il peut y avoir blocage au niveau des acteurs culturels. Bon, à mon avis, il faut se méfier un peu de tout ce que nous apporte la religion aujourd'hui. Donc, au regard de ce qui se passe, vous voyez par exemple avec les djihadistes, Boko Haram et tout cela, il y a lieu de se méfier de tout ce que nous apporte la religion.
on constate que dans le monde, de plus en plus, le fait de vouloir associer religion et culture et politique sont la source, sinon la base de plusieurs conflits, notamment au Mali ici et bien dans d'autres mondes, quoi. Donc je dirais que culture, politique sont associables et religion, ça diffère plus, quoi. On a un peu l'impression que les hommes religieux se mélangent à la politique, ils ne font pas la part des choses parce que normalement ils devraient être un peu neutres, ce qui n'est pas le cas. La religion, la culture, la politique sont des idéologies. Cela veut dire que ce sont des concepts qui sont liés à la vie même de l'homme. Donc pour une bonne cohabitation entre ces trois idéologies, à mon avis, je pense qu'il faut que l'un et l'autre des pratiquants n'empiètent pas sur le champ du troisième ou du deuxième. Alors, ma première question va à tous les trois et je vous donnerai la parole l'un après l'autre pour que vous vous exprimiez dessus. Religion, politique et culture, comment ces trois concepts se mettent-ils en équation dans la cité? Monsieur Collen, commençons par vous. C'est pas des questions très simples. Hein. On peut résumer toutes les sciences sociales par ces trois thèmes. Peut-être qu'on pourrait même ajouter la politique aussi, puisque c'est pas totalement indépendant. Mais évidemment, si on considère que la culture est ce qui se transmet d'une génération à l'autre, la religion y a sa part, puisque la plupart des peuples sont religieux, donc ils pratiquent des rites, ils rendent des cultes, etc. Et ça se transmet par l'éducation aux enfants. La culture n'est pas que la religion, il y a aussi d'autres choses, il y a les modes de socialité, les manières de se parler ensemble, les codes de politesse, la bienséance, le correct, le pas correct, le transgressif, tout ce qui est admis, ce qui n'est pas admis, tout ça, ça fait partie de la culture. Et puis il y a l'art aussi, mais l'art, il est aussi lié à la religion souvent. Si on enlève la religion de l'art européen, par exemple, une bonne partie de l'art s'effondre. Donc tout ça, on a essayé de distinguer les domaines pour pouvoir les étudier. Mais après, on constate qu'on ne peut pas les étudier séparément. On est obligé de tenir compte de ces différents aspects. Donc pour moi, tous ces thèmes se tiennent très étroitement. Monsieur Diarra? Oui, j'ai le même avis. Si on prend même nos sociétés traditionnelles, religions traditionnelles pré-islamiques, la plupart des rois se sont appuyés sur la religion pour gouverner. La religion et la culture. Si on prend l'exemple de l'empereur Sundiata Keita, un de ses surnoms, c'est Souba. Mais le maître sorcier. Donc, le pouvoir politique s'est servi de la religion, et la religion, il y a une corrélation entre les trois. La religion, la culture et le pouvoir. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est mon point de vue, la culture et la religion, on ne peut pas séparer. Mais franchement, la politique et le pouvoir, et je veux dire la politique, l'État et la religion, on doit les séparer. Les pays où ça a marché, et où les enfants, nos enfants, les jeunes, en voulant gagner ces pays-là, meurent dans l'océan, ces pays-là, leur développement est parti de ça. La notion de liberté, de mon point de vue, de mon point de vue d'écrivain, de romancier, c'est parti de ça. La séparation. Et c'est les intellectuels qui ont imposé ça. La maison de Voltaire, ça se trouve à la frontière entre la Suisse et la France. Quand il dénonçait la royauté ou
la noblesse d'Europe, la religion, et qu'on voulait l'attraper, il s'enfuyait en Suisse. Donc il faut que les gens et les intellectuels de tous bords, ils aient le courage de mon point de vue, le courage de dire non, il ne faut pas mêler la religion de la politique. Il ne faut pas se servir de la religion comme tremplin pour prendre le pouvoir. C'est surtout en parlant de démocratie. Très bien, vous êtes déjà dans le vif du sujet, ce qui est une très bonne chose. Madame Olivier. Eh bien, moi, je me situerai en tant que musicologue, donc Bien en sûr. parlant plus particulièrement des pratiques artistiques et des pratiques musicales. Et on sait bien, comme tout au long de l'histoire de l'humanité, ces pratiques musicales et artistiques ont été liées à la transcendance. Évidemment, les premières, d'ailleurs, les premières formes de pratiques artistiques sont liées au religieux. Et le religieux ne peut évidemment se dissocier du politique de manière générale, et je ne parlerai pas de la politique ou de l'État, pas encore du moins, mais il est évident que c'est une triade qui est difficilement dissociable l'une de l'autre, même si tout au long de notre histoire humaine, elle est traversée par différentes idéologies, différents courants, différentes tendances entre tradition et invention par exemple, et la notion même d'invention, de création est sujette à différentes interprétations, tant du point de vue religieux que du point de vue politique. Donc c'est vraiment un sujet qui est de toute façon passionnant à traiter. Alors, puisque tout ceci est indissociable, je suppose qu'il y a des influences réciproques, les uns sur les autres. Alors, si nous abordions la question des influences, comment la politique ou la religion influence-t-elle la culture et inversement? Comment ça se présente? Oui, écoutez, prenons l'exemple du Mali, puisque nous y sommes. Quand on voit les religions qui existaient au niveau des sociétés paysannes et même des pôles politiques qui n'étaient pas sous le contrôle islamique, on voit l'extraordinaire productivité artistique. Si on prend la vallée du Niger, alors malheureusement tout ça n'est plus au Mali, tout ça est parti dans des collections en Amérique, en Europe, partout. C'est au Mali que c'est peut-être le moins reconnu, mais vous prenez tous les tiwaras, tout ça, c'est devenu à la mode de se moquer de ça, alors qu'il y a une production artistique absolument phénoménale, presque incroyable en densité de chefs-d'œuvre par kilomètre carré, et ça correspondait à une phase de l'histoire du Mali, et cette histoire n'est pas forcément pré-islamique, puisque l'islam est tellement ancien au Mali qu'il y avait déjà des tas d'idées qui circulaient à travers, par exemple, on prend l'exemple de la divination, la géomancie, on voit très bien la parenté qu'il y a entre la géomancie bambara, qu'on dit traditionnelle, mais en fait elle est très proche des traités des Zénati, qui est un traité arabe qui a circulé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc le Mali a toujours eu une capacité d'adaptation et d'absorption formidable, et on voit très bien que même dans les connaissances ésotériques, secrètes du Como et tout ça, on a lu des choses de l'islam. Il y a des réponses, il y a des dialogues et tout ça. Donc il y a des synthèses qui se font à chaque période. Et moi personnellement, puisque je suis arrivé pour mes premiers travaux au Mali en 1971, il y avait des villages où il y avait 5 ou 10% de musulmans, et puis maintenant la proportion est complètement inversée, mais les gens qui pratiquaient leur culte du terroir, comme on les appelle, ils étaient très accueillants. Et si un prédicateur voulait s'installer, il pouvait s'installer, on lui donnait le poulet pour la sauce, etc. Il pouvait l'égorger lui-même s'il ne voulait pas manger un animal tué par un païen, comme on dit. Et ces gens ne se sont pas imaginés que ça allait changer complètement leur société. Ils avaient confiance en eux-mêmes, et jamais ils auraient imaginé que leurs enfants les traiteraient un jour d'impurs ou de créatures. Alors il faut se méfier des mots. Les mots comme animisme, tout ça, c'est un peu déplaisant, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une sorte d'infériorité de pensée. Moi, je connais des vieux... j'ai d'ailleurs une parole amusante d'un vieux que je connais bien, que je fréquente depuis longtemps, qui me dit, écoutez, nous... on réfléchit beaucoup parce qu'on a le temps, on ne va plus au champ, on est trop vieux, on a mal au dos, on s'est cassé le dos avec la daba et tout ça. On passe tout notre temps à réfléchir. Et ils sont très forts, ils ont une rhétorique, il y a des sentences admirables qui, là aussi, échappent largement. Il n'y a pas beaucoup de monde pour les collecter, on ne les enseigne pas à les écoles. Et donc ça, c'est la culture.
C'est très important. Et je trouve que le Mali se caractérisait par une énorme tolérance. Et j'espère que tous les Maliens vont se battre pour la conserver. Alors, quels sont les risques de l'intolérance, M. Diarra? Les risques de l'intolérance, de mon point de vue, la première, c'est la plus grande, c'est le pays peut disparaître. C'est-à-dire, expliquez-vous. Le pays peut disparaître, c'est-à-dire que si on ne revient pas à ces valeurs de tolérance mutuelle et de compréhension entre les religions, entre les confessions, nous retrouver dans la fraternité. Permettez-moi de donner un exemple. Un écrivain célèbre, Massamaga Diabaté, a écrit dans, je crois, Et si les feux s'éteignent. Quand le dernier roi Bambara est parti, a fui devant El Hadj Omar Tall, il est arrivé aux portes de Hamdalaye, la capitale du Massina. Les gardes l'ont vu, ils sont allés annoncer au roi Amadou qu'ils ont vu un homme harassé aux portes de Hamdalaye. Cet homme, ils lui ont dit, cet homme ressemble à un prince Bambara de Ségou. Amadou a envoyé des émissaires lui demander de rentrer. Il a dit, toujours dans le livre de Massamaga Diabaté, c'est lui-même, le roi lui-même est sorti pour l'accueillir, lui dire de rentrer dans Hamdalaye. Il a dit, le prince Ali, le roi Ali lui a dit, si tu me demandes de m'arrêter ici, d'entrer dans ta capitale, j'y vais avec mes communs. J'y vais avec mes idoles, etc., etc. Amadou lui a dit, notre fraternité est antérieure à tout ça. Il a accueilli. Quand El Hadj Omar Tall est venu assiéger Hamdalaye, le roi d'Hamdalaye a préféré mourir plutôt que de livrer le roi religion Bambara. C'était ça la fraternité chez nous. Ça c'est antérieur à toute religion, qu'on soit de religion traditionnelle, qu'on soit de religion révélée. Notre fraternité est antérieure à tout ça. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas pratiquer sa religion, mais il ne faut pas que ces questions-là viennent détruire ce que nos ancêtres ont bâti depuis des millénaires. Mais ça, c'est le rôle de la politique, ça, n'est-ce pas? Certainement, mais là, moi, je n'ai de leçons à donner à personne. Ah non, personne ne donne de leçons. Mais comme dit Diarra... Le fait est que l'une des premières actions qu'ont fait les djihadistes quand ils ont pris le Nord, c'est d'interdire les pratiques artistiques et la musique et la danse. Donc on voit bien combien ces pratiques-là, ces pratiques culturelles, sont éminemment politiques on peut jouer, on peut les interpréter comme on veut, comme le politique décide de les interpréter. Donc ça, c'est sûr. Ces pratiques culturelles, en réalité, elles peuvent avoir des sens différents selon que l'on se situe plutôt dans un courant idéologique ou plutôt dans un autre courant idéologique. Et pourtant, elles font, comme l'a dit Jean-Paul Collen tout à l'heure, la richesse du Mali et sa grande diversité. Et d'ailleurs, Modibo Keïta, au tout début de l'indépendance du Mali, avait placé la culture, lui-même disait que la culture était l'alpha et l'oméga de la politique. De fait, la culture a eu un très très grand intérêt et un très très grand poids pendant la première République du Mali, avec les semaines culturelles, avec des campagnes d'enregistrement, de collectage, de toutes les pratiques culturelles, musicales, dansées, chorégraphiques, de contes, de littérature. Et on voit comment ça a construit ce Mali indépendant et contemporain. Oui, c'est juste, mais je voudrais que nous restions un peu sur le terrain de la tolérance. Parce que le vivre ensemble harmonieux
ne peut pas se faire sans cette tolérance-là. Oui. Et cette tolérance, nous savons qu'elle a toujours existé. Elle existe de moins en moins. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la tolérance recule aujourd'hui? Je pense qu'on le peut, oui. On le peut parce que vous avez une émission qui s'appelle « À votre avis ». C'est une émission de débat. Dans une société, le débat, c'est fondamental. Même dans les sociétés qu'on dit traditionnelles, alors ça donne tout de suite l'image de patriarcat ou... Non, la parole circule. Même les cadets, on écoute leurs paroles et puis on dit à l'autre, tu as entendu ce que Moussa a dit, et ça se transmet comme ça jusqu'à... Et donc, et bien sûr, après, l'aîné fait des arbitrages, mais on peut aussi le contester. S'il devient gâteux, par exemple, il y a des moyens pour faire entendre poliment qu'il y a un cadet qui a une voix... Donc tout ça a été quand même le débat. Et le Mali est très fort en débat. Il suffit de voir les grains. Les grains, ça n'existe pas en France ni en Europe. C'est des réunions sur le pas des portes informelles où des amis de voisinage se retrouvent et causent des problèmes de la cité, très souvent. Et donc, moi, j'en ai enregistré, filmé, même au moment où ça bardait en Côte d'Ivoire. J'ai un extrait de film absolument extraordinaire où des gens du peuple, qui étaient devant chez eux, parlaient de la situation. Ils étaient extrêmement bien informés, extrêmement intelligents, extrêmement subtils dans leur argumentation, et c'était une argumentation anti-xénophobe. Presque tous partageaient l'idée que l'ennemi, c'est la haine de l'étranger. Il faut absolument débattre, dialoguer, s'entendre. Et donc, quand on a affaire à des gens qui pratiquent une religion complètement dogmatique, où on n'argumente pas, il y a le dogme, point barre, c'est fini, il n'y a plus de débat. À ce moment-là, l'intolérance se développe. Il n'y a plus que l'intolérance. L'intolérance est la loi. Vous êtes d'accord avec, d'abord, le fait que la tolérance recule? Oui, je peux le témoigner. Quand j'étais jeune enfant au village, on pouvait compter 20 villages à la ronde autour de moi qui pratiquaient les religions traditionnelles. Aujourd'hui, ça c'est difficile. Mais cela n'est pas un problème d'intolérance. Si, c'est un problème d'intolérance. Si, c'est un problème d'intolérance. Je le disais lors du débat, il y a beaucoup, vous pouvez faire la remarque, beaucoup de cadres issus des religions traditionnelles qui portaient des prénoms traditionnels. Beaucoup ont été obligés de changer de prénom. Ça aussi, c'est de l'intolérance. Des jeunes filles qui viennent des villages où les religions traditionnelles sont pratiquées, pour pouvoir trouver un emploi à Bamako, dans la plupart, de plus en plus, ce n'était pas le cas avant, mais de plus en plus, changent de nom. Il y a des familles où elles sont obligées de pratiquer l'islam, de faire leurs prières pour pouvoir être acceptées. Ça n'existait pas à Bamako. Je suis arrivé à l'âge de 13 ans à Bamako. Le bosquet de Como, il n'y avait plus de bosquet, mais l'endroit était respecté. Ça s'est rasé. Il y avait beaucoup plus de tolérance jusque dans les années 1980, 85, 87. Même à l'université, j'étais à l'école normale supérieure. Les étudiants, je n'arrête pas de les répéter, nous, on ne se rassemblait pas, même au lycée, ni par affinité religieuse, ni par affinité ethnique. Non, ce n'était pas notre affaire. On allait à l'assaut du monde, la conquête du monde pour notre pays. Les idées circulaient. Donc, sans exagérer, on peut dire même le développement du sentiment ethnique, ça s'est nourri de ça. Est-ce que toute culture est compatible avec tout système politique?
Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question-là, mais en tout cas, il n'y a pas de société sans culture, il n'y a pas de société sans politique. Donc nécessairement, les différentes composantes d'une société doivent s'accorder ou pas, et alors là, ça peut devenir dramatique. Mais je voudrais rebondir sur la question du débat. Effectivement, l'intolérance, elle naît, c'est une banalité que je dis, quand il n'y a plus de débat, quand il n'y a plus de dialogue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi que les formes, les pratiques culturelles et certaines pratiques artistiques, certaines pratiques religieuses peuvent être source de débats et peuvent alimenter, produire, construire un débat. Je travaille toujours sur des poésies religieuses, les fameux Mad, Madir, Madhou de Djenné et de Tombouctou, et on voit bien combien ces poésies religieuses étaient un moyen d'expression de conviction certes religieuse, mais aussi politique. Je prends par exemple le Koutoubou, le prêche qui se fait dans les mosquées le vendredi. Eh bien, le Koutoubou a longtemps été en arabe. Et un certain nombre d'oulémas progressistes, bamakois, dont Ousmane Kalafoua Idara, avaient, dès les années 70, se battaient pour que ce prêche soit dans les langues nationales afin que les gens puissent comprendre la parole. Et ça, c'était un vrai acte politique. Un certain nombre de maîtres coraniques et poètes ont écrit des poésie justement pour alimenter ce débat. Et voilà, les oulémas débattaient poésie contre poésie. Et je trouve que c'est un très très bel exemple d'articulation entre pratique artistique, pratique poétique, pratique religieuse et conviction politique qu'on mène sur le champ du débat public. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça se poursuit, mais en tout cas, ça serait très très bénéfique justement que les différentes tendances des religions, de la même religion, puissent justement dialoguer et débattre de manière constructive. Oui, si vous permettez, rapidement. Je voulais citer le cas de Biton Coulibaly, le fondateur de l'Empire Bambara de Ségou et le maître des 4 divinités de Ségou. Sa maman était Sounou Sakou, elle était Sarakoulé musulmane. Elle a fait construire une mosquée. C'est à Séoukoro là-bas. Pour sa maman, la mosquée existe. On ne peut pas être plus tolérant. Il y avait l'islam, par exemple, à Ségou. Il y avait des mosquées déjà. Les gens étaient libres, les non-musulmans allaient consulter les marabouts musulmans. Les marabouts musulmans venaient chez les... Il y avait la tolérance. Il y avait l'interpénétration. Il y avait une sorte de symbiose. J'allais dire d'osmose. C'est ça ce qui était en cours de réalisation. Le Mali, même post-indépendant, longtemps, ça a été comme ça. Très bien. Toute culture est-elle compatible avec tout système politique, M. Collen? Probablement pas. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a des cultures qui lâchent pied. Et puis, bon, toutes les cultures ne sont... Moi, je suis aussi quelqu'un de tolérant, mais il y a quand même des cultures ou des usages qui... je suis pas sûr. Paul Valéry disait que les civilisations sont toutes mortelles. Je suis pas sûr de ça, parce qu'elles se transforment. Mais il est évident qu'il y a des usages, par exemple, des époques féodales et tout ça, dont il faut aussi s'émanciper. On n'est plus dans des sociétés où on ne peut plus passer d'une catégorie à l'autre. On peut passer aujourd'hui d'une catégorie à l'autre. On n'est plus dans des interdits matrimoniaux complètement rigides où on ne peut pas se marier avec une telle parce que sa famille, etc. Non, il est normal que les aspirations à la modernité fassent que les choses changent. Et donc les choses incompatibles, elles finissent par tomber en désuétude ou par devenir folkloriques ou faire partie de la mémoire, mais ne sont plus en usage. Donc il faut pas non plus plaider pour des cultures qui changent pas, qui restent intégralement fidèles à elles-mêmes, parce qu'on sait pas où est le point zéro dont il faut partir. Donc les cultures évoluent et elles s'adaptent. Et je trouve que le Mali a eu une faculté d'adaptation extraordinaire, d'abord à l'islam,
pendant quand même de très longs siècles, et puis elles se sont fécondées les unes les autres. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y avait une culture saracolée complètement distincte d'une culture bambara ou malinké ou sénoufo, etc. Il y avait des circulations d'idées, de cultes, de biens, de personnes, et même trouver les autochtones dans les régions, c'est très difficile, parce que la première version, on vous dit oui, le maître de la terre, c'est l'héritier, le descendant du premier occupant. Mais quand on gratte un peu, on s'aperçoit que éventuellement il y en avait un autre avant qui a été évincé d'une manière ou d'une autre, à qui on a éventuellement donné des responsabilités d'un culte pour reconnaître son antécédent. Et donc c'est un peu feuilleté tout ça. Donc il y a eu beaucoup de mouvements alors la bêtise des gens qui disent que l'Afrique n'a pas d'histoire. Alors là c'est incommensurable, parce qu'il suffit de regarder la carte des mouvements de population sur un pays comme le Mali pour se rendre compte qu'il y a une histoire d'une densité inouïe. Alors, vous savez que nous assistons, ça c'est l'actualité maintenant, nous assistons de plus en plus à une sorte d'usurpation de la foi par le militantisme religieux extrémiste. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette tendance-là? Parce qu'en réalité, c'est à mon avis elle qui pose véritablement le problème, de la cohésion sociale, de l'intolérance. Je voudrais que nous échangions un peu sur cette question. Je pense que pour le Mali et pour l'Afrique en général, oui, parlons Afrique. Voilà, si nous avons résisté, si nous avons pu résister à ce que vous venez de dire là, c'est en nous appuyant sur nos cultures et sur leur diversité aussi. De mon point de vue d'ailleurs, l'ethnie, ce n'était pas étriqué comme ça, là, comme on pense aujourd'hui, c'est-à-dire chacun enfermé dans son carcan, etc. Ce n'était pas comme ça. Il y avait une interpénétration des cultures. Et moi, dans mon village Bambara, quand les morts, les Arabes, Mauritanie venaient vendre du sel, l'air dromadaire, on chantait avec les enfants, on dansait avec les enfants. Et quand ça s'est resté, quand tu viens chez les Arabes, quand ils sont en train de faire leur viande rôtie qu'on appelle le titi, tu n'as pas besoin d'être invité. Tu t'ajoutes à eux, tu manges. Et quand aussi il rentre dans le village, si il trouve que le repas est prêt, il mange avec vous. Quand les semi-nomades Peuls venaient pendant la saison sèche camper dans les champs, ils venaient abreuver leurs animaux. C'était pour ensemencer, comment dire, voilà, apporter de l'engrais. Mais on chantait avec eux, leur mariage, tout. Ils n'ont pas eu besoin de s'enfermer en équipe Paul, en équipe Bambara, c'est là. Ça, c'est nouveau chez nous. Et nous sommes en train, très malheureusement, de revenir à des choses que nos anciens avaient soldées depuis longtemps. Nous devrions être à l'abri de ça. Donc, pour en revenir au sujet, de mon point de vue, les cultures, nos cultures sont de puissants moyens de nous préserver contre cette aventure, parce que c'est une aventure, il s'agit d'une aventure très dangereuse. Une nouvelle forme, de mon point de vue, je n'exagère rien, ça va être une nouvelle forme de colonisation de l'Afrique qui va être pire si on ne fait pas attention. Madame Olivier. Oui, écoutez, je vais toujours défendre mon objet, les pratiques artistiques. Moi, je reste persuadée que les artistes sont des gens qui, non seulement sont des créateurs, sont des gens qui font circuler les idées, sont des gens qui innovent, sont des gens qui sont à l'avant-garde, sont des gens qui voyagent énormément. On voit le succès de cette grande catégorie, on peut dire ce qu'on en veut, mais de la world music, qui a fait beaucoup voyager, qui a rendu célèbre aussi le Mali à l'échelle internationale. Et moi, je reste persuadée que
une des solutions, c'est l'ouverture, bien sûr, c'est l'ouverture au monde. Mais comment on ouvre au monde? On ouvre au monde en circulant, on ouvre au monde de manière très technique, si vous voulez, en faisant en sorte que Internet, on peut dire du bien ou du mal d'Internet, mais c'est une ouverture absolument incroyable, que les moyens techniques soient à portée des Maliens ou des Africains, que les gens puissent avoir un accès à Internet, donc un accès technique, un accès économique, que la numérisation des pratiques, de l'économie puisse se démocratiser comme elle se démocratise dans certains pays occidentaux. En fait, moi, je considère vraiment que nous sommes tous des contemporains. Il n'y a pas de choc de civilisation, sinon dans certains médias ou pour certains politiques. Voilà, comme l'a dit Jean-Paul Collen, les choses circulent, on n'est pas fermés les uns aux autres, mais c'est la fermeture, voilà, si on se ferme aux autres, et c'est là que le danger croît à grande vitesse. Donc évidemment, c'est facile à dire, assis dans un fauteuil d'Africable, c'est très facile. Mais voilà, on est là dans des économies, on est là dans des technologies, on est là dans des politiques qui sont aujourd'hui globalisées, évidemment, mais où il est important, de mon point de vue, à la fois de garder une identité nationale et une ouverture des nations au monde. Alors deux choses. Première chose, Internet est aussi le vecteur de toutes les dérives que nous connaissons. Ça, c'est un. Deuxièmement, les systèmes scolaires dans nos pays d'Afrique sont complètement par terre et ne jouent plus leur rôle de formation à l'esprit et à la citoyenneté. Comment on fait dans une situation de ce genre? Vous mettez le doigt sur un point très très important, parce que ce qui est dangereux, c'est l'idée que, vu la gravité de la situation, le sous-développement, le relâchement des mœurs, enfin toutes sortes de choses qu'on déplore, il faut tenir un langage de pureté et purifier la société. Chaque fois dans l'histoire de l'humanité qu'un mouvement a voulu purifier la société, on est arrivé à des monstruosités. Et ça, il faut que le peuple malien et tous les peuples de la Terre le sachent, parce que les dictatures durent longtemps. Elles ne sont pas des petits épisodes, elles durent longtemps, elles persécutent les gens, et les persécuteurs eux-mêmes finissent par y passer, comme Robespierre qui finit par monter à l'échafaud, parce qu'on n'est jamais assez pur, et personne n'est tout à fait pur. Et donc si on veut purifier les gens et la société, on fait du crime de masse. Et ça, il faut bien choisir son affiliation religieuse avant de s'engager là-dedans. Quand le religieux prend part au débat politique, est-ce qu'au final, il a un autre aboutissement que l'instauration d'un État théocratique? Bon, le religieux, parce que le religieux, on l'a vu à un moment donné, les choses ont changé. Les choses ont changé. À un moment donné et pendant longtemps, les religieux, en fait, chaque nouvel an, présentaient leurs vœux au président. Et même Moussa Traoré, en son temps, Luc Sangaré, quand le tour venait à Luc Sangaré, Moussa Traoré le regardait comme ça, jusqu'à la fin de son discours. Il lui disait la vérité, droit dans les yeux. Ça ne va pas dans le pays. Ça ne va pas dans le pays. Mais lui, il n'avait pas l'ambition de devenir le roi à la place du roi. Tel ne semble pas être le cas aujourd'hui. Je parle de Luc Sangaré, mais il y avait l'imam aussi de la grande mosquée de Bamako. Il le conseillait le pouvoir. Ce qui est bien, sur ce qui est bien pour le pays, même pas l'au-delà, pas après la mort. L'après-mort, c'est pour chacun. Mais il conseillait le pouvoir. C'est ton peuple souffre. Il souffre de ça. Les populations souffrent de ça. Les populations souffrent de ça. Mais en dehors de ça, il n'allait pas sur des radios, sur des plateaux de télévision, faire des campagnes politiques pour prendre le pouvoir. Ça, c'est différent.
Vous pensez qu'il y a le risque de la prise du pouvoir par le religieux absolument, dans nos pays? Je ne vais pas donner le nom, mais dis donc, on vient de vivre les djihadistes là. S'ils étaient arrivés à Kona, là, c'était fini. Hein? C'était fini. Et leur plan, c'était comme ça. Prendre le Bamako en sandwich. Ils sont arrivés par Djabali, par Kona. Et l'objectif, c'était Bamako. S'ils avaient pu dépasser, arriver à Sévari, ils allaient entrer dans les régions surpeuplées. Et les bombardements aériens qui ont pu les arrêter n'auraient pas pu le faire parce qu'ils allaient faire de la population des boucliers humains. Et je suis sûr, sans exagération, qu'avant de les avoir compris, ils auraient été bien accueillis à Bamako. Par certains. Vous pensez que, par exemple, Boko Haram, vous pensez que c'est une expression religieuse? Par exemple, je prends juste ce cas. C'est presque une pathologie politique. C'est quelque chose de monstrueux. Un mouvement qui, au nom de Dieu, enlève des jeunes filles et les force et puis les transforme en bombes humaines. On ne peut pas imaginer qu'on peut parler de Dieu en faisant des pratiques comme ça. Donc c'est une monstruosité, mais elle provient aussi, cette monstruosité, de la faiblesse des États. C'est ce qu'on disait en début de l'émission. Quand l'État fait défaut, et l'État n'est pas seulement responsable, il y a aussi le fait que il y a eu une mode ultralibérale où on disait l'État c'est mauvais. Donc on a détricoté tous les services de l'État et puis l'État est devenu moins compétent et donc les religieux se sont mis à se substituer à l'État dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans toutes sortes de domaines. Et puis sur des territoires comme au nord Nigeria, à la frontière du Cameroun, ils ont un peu le champ libre. L'État est moins présent. On lui reproche de la corruption, etc., qui ne peut pas toujours être niée. De temps en temps, il faut reconnaître que... alors, c'est pas pour dire qu'il faut étendre les compétences de l'État tel qu'il est. Il faut en même temps il soit clair que les fonctionnaires de l'État sont au service de la société et pas là pour grappiller des avantages au détriment de la population. Donc tout ça est un peu compliqué, mais je pense que l'épisode actuel au Mali, mais pas seulement au Mali, montre qu'il y a un besoin d'État. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de choc de civilisation. Samuel Huntington, que nous connaissons tous, idéologue néoconservateur américain, qui a pondu ce pavé intitulé justement le choc des civilisations, considère quant à lui que la logique des relations internationales se fonde sur précisément ce choc des civilisations. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de choc de civilisation. Il y a quoi donc? Si vous voulez, moi je m'insurge contre ces oppositions binaires simplistes. C'est quand même assez simple finalement de dire qu'il y a un choc entre un bon, un méchant, un blanc, un noir, un vieux, un jeune, une tradition, etc. On le voit bien tout au long de l'histoire, les choses sont beaucoup plus complexes, s'entremêlent, il y a des couleurs, il y a tout un arc-en-ciel entre le blanc et le noir. Donc moi c'est comme dire les Africains sont hors de l'histoire. C'est tellement simple, simpliste, c'est tellement populiste si vous voulez, c'est tellement plaisir. Ça n'a pas de sens en réalité. Ça n'a pas de sens. Tout le travail justement des intellectuels, des chercheurs, c'est de comprendre cette complexité du monde. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes tous des contemporains. Nous vivons tous à l'heure d'Internet. Nous circulons tous. Nous avons, en tout cas, beaucoup cette possibilité de circuler. Donc, ce choc des civilisations. Et puis, on voit bien que même les djihadistes utilisent les moyens les plus avant-gardistes, les plus modernes pour communiquer. D'ailleurs, ils sont très forts là-dessus, d'un certain point de vue. Donc, où est ce choc de civilisation ? De quoi parle-t-on, en fait? Je pense que c'est une expression bien commode pour ne rien dire. Voilà. Justement, si vous le permettez, c'est à ce choc-là, ce faux choc des civilisations, que les extrémistes de tous bords veulent conduire l'humanité. Et c'est ce qui est dangereux. Parce que les extrémistes de tous bords-là, quand ils vont arriver à effacer les modérés de toutes les religions, les laïcs, parce que la laïcité existe,
Ça ne veut pas dire ne pas être athée. C'est différent. Tu peux être religieux mais laïque. S'ils arrivent à écraser ça, c'est à ce moment qu'ils veulent en arriver à ce choc-là, qui n'est pas bon pour l'humanité. Oui, Huntington, d'ailleurs, il s'en prenait principalement à l'immigration mexicaine. Et enfin, c'est assez facile de montrer que les Mexicains qui habitent en Amérique, et dont beaucoup sont devenus américains, et ils ont une manière... ils sont avant tout américains aujourd'hui. Ils ont une manière un peu mexicaine d'être américains, mais ils sont américains. Et il serait bien difficile pour eux d'ailleurs de rentrer au Mexique et de redevenir purement mexicains. Donc il y a plusieurs moyens d'être français, il y a plusieurs moyens d'être malien, il y a plusieurs manières, et tant mieux. Ça fait de la diversité, de l'échange, de la création artistique, toutes sortes de choses qui sont vitales. C'est pas pour rien qu'on parle de tissu social. Si on enlève le tissu et que tous les brins se ressemblent et on n'a plus qu'une surface textile non tissée, uniforme, là c'est la catastrophe. Oui, alors, les gouvernants africains, parlons plus spécifiquement de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest, ont une responsabilité essentielle dans le maintien et la consolidation du vivre ensemble harmonieux dans la diversité des confessions, des croyances des uns et des autres. Mais est-ce que vous avez l'impression que dans la gestion quotidienne de ces États-là, un effort est fait pour cela? Est-ce que vous avez cette impression? Moi, si vous le permettez, les États, l'affaiblissement des États africains, j'en parle dans mes livres. Le FMI et la Banque mondiale, je les appelle les batteurs de foin. Et l'autre, je les appelle, l'autre camp qui nous assiège maintenant, je les appelle les bailleurs de foie. Donc, à un moment donné, je crois, dans les années 80, et plus, quand eux, ils ont imposé des ajustements structurels vraiment aberrants aux États africains, à plusieurs États africains, lesquels ajustements ont eu des conséquences dramatiques, surtout dans le domaine de l'éducation, on vient d'en parler. Le système éducatif, ça s'est ébranlé. Les services sociaux de base. Ça s'est ébranlé. Cela a permis aux extrémistes, je le dis de tous bords, on en parlait avant d'être sur le plateau, ils ne sont pas seulement au Mali ou en Afrique de l'Ouest, même s'ils ils n'ont pas pris les armes ailleurs, ils sont ailleurs. Et ils sont d'autres religions que l'islam. Bien sûr. Donc c'est cet affaiblissement des États, surtout dans le domaine de l'éducation, qui a permis l'émergence de ces choses qui menacent même la survie des mêmes États. Les dirigeants, ils sont pour beaucoup, mais les dirigeants n'ont pas toujours eu les mains libres. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça le sens de ma question, c'est aujourd'hui tout le monde sait précisément l'affaiblissement des États, le désordre, la déshérence de toute une jeunesse qui n'a plus de repères, qui n'a plus d'horizon social et qui est parfois diplômée, etc. Que font les États? Parce qu'ils savent que ça, c'est une bombe à retardement. Oui. Mais est-ce que dans la gouvernance quotidienne de ces États-là, vous avez l'impression que le problème est pris en charge? C'est ça le sens de ma question. Oui, il est pris, mais en même temps, il y a ce problème qui est un peu un cercle vicieux de la corruption. Parce qu'une bonne partie de l'inefficience de l'État, c'est la corruption. Et donc, mais en même temps, la corruption dépend du sous-développement. Si pour un salarié, il y a 60 personnes à entretenir, si un salarié, dès qu'il touche son salaire qui est fait pour qu'il puisse, lui, s'entretenir, entretenir sa famille et se trouver sur le marché du travail d'une manière compétente, s'il a 60 personnes qui chaque matin lui demandent quelque chose, il ne peut pas s'en sortir. Et donc, il n'y a pas que les chefs d'État qui sont des gens qui seraient soupçonnés de ne pas aimer leur pays. Il y a aussi tout ce qui dévore la société parce que tout le monde s'arrange.
Et tout le monde s'arrange jusqu'à mettre en péril la mission pour laquelle on est payé. Et alors, si on doit choisir entre ses enfants et la caisse de son entreprise ou son travail, etc., ça devient très, très, très cruel. Et donc, on ne peut lutter contre la corruption qu'en prévoyant une massive stratégie de développement qui fasse que tout le monde ait la chance de pouvoir gagner un salaire. Petit ou grand, ça dépend, mais en tout cas, et donc la grande corruption, elle existera toujours, il y en a partout, en Amérique, en Europe, partout, on a des exemples dans les médias tout le temps, on peut lutter contre ça, mais la petite corruption, elle est plus dangereuse parce que du coup, tout le monde est coupable, il n'y a pas seulement le chef de l'État. Que peut l'artiste ? L'artiste, il a ceci de tout à fait, je dirais, hors norme, qu'il est en marge au fond de la société et qu'il a ce pouvoir de la dénoncer. Voilà. Et donc, je pense que les artistes ne se privent pas de dénoncer ou de pointer du doigt ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans la société. Et moi, je souhaite vraiment que les artistes poursuivent ce travail, je dirais, citoyen. Et ils ont cette chance-là justement parce qu'ils sont à la fois à la marge de l'establishment et que ce sont des gens qui circulent aussi, qui voient d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Après, il faut pas se leurrer. On est dans une économie aussi. On est dans une économie globalisée, la musique, de l'offre et de la demande, avec des majors qui tirent les ficelles de cette économie, avec le numérique qui a chamboulé toute cette économie de la musique qu'on connaît tous. Donc là aussi, les artistes ont peut-être pas toujours les moyens de s'exprimer comme ils le veulent. Mais dans toutes les sociétés et dans toutes les époques, il y a eu des artistes qui ont été comme ça à l'avant-garde ou qui ont dénoncé les déboires des hommes politiques. Donc c'est là aussi leur force. Voilà. Donc il faut que ça continue. C'est très très important. C'est très important. Alors évidemment, ces artistes-là, ça peut plus être des artistes d'État, des fonctionnaires d'État comme du temps du Ballet National ou de l'orchestre, etc. Ce sont des artistes qui sont des artistes indépendants voilà. Mais c'est peut-être aussi un bienfait pour une parole libre. Bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Le mot de la fin, M. Diarra, puis M. Colin. Moi, mot de la fin, je souhaite que l'Afrique et le monde, parce que c'est toute l'humanité qui est menacée, d'un cataclysme majeur. Il n'y a pas pire cataclysme que les guerres religieuses. Donc je souhaite que le Mali, le monde entier, qu'on se ressaisisse et que surtout les modérés, les laïcs qui sont ouverts au monde entier, à toutes les cultures, à toutes les civilisations, et qui savent qu'il y a quelque chose derrière tout, et qui cherchent à maintenir cet équilibre-là, afin que le peuple soit en paix, les populations soient en paix. Pour le cas particulièrement du Mali, on est fatigué. On est fatigué. Plus les gens sont virulents dans les prêches, j'écoute, plus la société est corrompue. Donc à quoi ça sert l'extrémisme? Si les extrémistes arrivent, ils vont commencer à couper les têtes, mais la situation va s'empirer. Que Dieu nous préserve de ça. Très bien. M. Colin, le mot de la fin. Oui, enfin c'est difficile le mot de la fin, mais je pense que le Mali, qui est un pays carrefour, il suffit de regarder la carte de l'Afrique de l'Ouest, c'est au beau milieu, c'était traversé par des tas de gens venus du Maghreb, venus du Sud, venus de l'Est, de l'Ouest, etc. Et ce pays carrefour et divers, ça a été sa force. Et donc il y a cette espèce de rencontre autour du fleuve Niger avec des apports différents. Et puis je pense que la menace serait de considérer que justement il y aurait des gens impurs qui n'auraient pas le droit d'exister. En fait, d'abord il faut regarder de plus près qui sont les purs.
ceux qui se déclarent purs, parce que même toutes les religions, l'islam lui-même n'est pas un bloc, il y a des tensions, il y a des familles maraboutiques, il y a des confréries, il y a des gens qui plaident pour un retour strict au Coran, qui refusent les interprétations. Ces gens-là, potentiellement, peuvent aussi s'affronter sur une arène idéologique. Mais il y a aussi l'héritage proprement malien de toutes les connaissances médicales, de phytopharmacie, et que les marabouts d'ailleurs ont annexé. Eux, ils sont pas beaucoup plus purs que les bamanas, comme on dit. Ils utilisent aussi les recettes anciennes. Parfois, c'est des anciens chefs du Como qui sont devenus musulmans et qui recyclent leur savoir. Donc, il ne faut mépriser personne, et je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence chez les gens eux-mêmes. Et simplement, comme c'est oral, ça passe pas quand de temps en temps vous y allez et vous recueillez des paroles, on s'aperçoit qu'il y a des petits Socrates, il y a des petits Aristotes, qui sont cachés sous les feuilles, dans la brousse, et c'est très important de les écouter. Et donc là, les écoles ont un rôle à jouer. Madame, messieurs, merci de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, vendredi prochain, je vous invite à discuter de la problématique des violences faites aux femmes. Sujet douloureux, mais sujet qu'il faut bien aborder, puisque nous savons que c'est un phénomène qui ne fait que prendre de l'ampleur au-delà des pays, au-delà des continents, dans toutes les sociétés et à l'intérieur des sociétés, dans toutes les classes. Cette violence est exercée. Alors, retrouvons-nous vendredi prochain, si vous le voulez bien. Et d'ici là, envoyez-nous vos questions, vos observations et vos commentaires au 00223 44 20 80 80. Vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Excellente soirée chez vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à vendredi.